du patrimoine culturel immatériel, connaître, conserver et transmettre. Voilà, c'est autour de... Ce sera le sujet de notre discussion. Une quarantaine de minutes. Je vais commencer par Michel parce que le spectacle que nous venons de suivre est une création d'un groupe qui l'anime. Et j'aimerais savoir comment est venue d'abord l'idée de créer un tel groupe et pourquoi le choix de ce type de spectacle ou de danse. Merci, cher modérateur. Avant de commencer, j'aimerais apporter plus de précision sur ce que les enfants viennent de faire tout à l'heure. Je représente le groupe, c'est le groupe Epita de Médé Djonou. C'est un groupe d'enfants de 5 à 19 ans qu'on vient de voir là. Et ils sont tous écoliers et élèves. C'est aussi la particularité du groupe. Et tout se fait autour des tambours d'Adjara, parce que nous venons d'Adjara. Adjara, c'est, comme on le dit, c'est la cité des tambours. Pourquoi ce groupe, pourquoi avoir choisi ce genre de spectacle? Il faut dire qu'au départ, nous sommes une association, l'association Leader Solidaire de Médé Djonou. Et au départ, on ne voulait pas faire vraiment on ne voulait vraiment pas créer un groupe de danse. C'était une activité de vacances, parce que nous avons un centre des arts et on voulait juste le faire pendant les vacances. Mais après 2 mois d'atelier, on a constaté que, attention, il y avait une mine d'or là, qu'il faille aller un peu plus loin. Donc, l'idée de départ a été dépassée, c'est devenu un atelier permanent. Nous avons voulu faire rien qu'avec des enfants parce que, au début, nous ne le savions pas, on le savait tout un peu, mais on ne le savait pas assez. Nous avons constaté qu'ils étaient beaucoup plus, ils assimilaient un peu plus que les adultes, parce qu'il y avait aussi des adultes dans l'atelier. Et on a constaté un engouement de la part des parents de ces enfants pendant ces 2 mois d'atelier. Et les 50% de la petite création qu'on a présentée à la fin de cet atelier a été vraiment apportée par les parents eux-mêmes. Et bien sûr, les encadreurs des enfants ont fait le reste. Donc ça nous a amené à aller un peu plus loin parce qu'on a compris que les parents aussi participent. Donc il a eu quand même un sursaut de la part de ces parents-là, de ces enfants qui ont trouvé en cet atelier un endroit d'expression, un espace d'expression pour enfants. Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même rappeler que parler de patrimoine culturel immatériel, c'est évoquer 6 domaines: les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant l'univers et la nature, les connaissances et savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. Alors, avant de revenir à M. Renouné, qui est historien de l'art, je voudrais quand même revenir, passer la parole au professeur Bienvenu Koudior, qui a eu une expérience similaire en créant, il y a quelques années déjà, au moins une décennie sinon plus, le Conservatoire des danses royales d'Abomey, mais qui est devenu Conservatoire des danses royales du Bénin. Alors, cette expérience, où est-ce qu'on en est et quelles sont les motivations, un peu les mêmes questions que j'avais posées à Michel? Je voudrais d'abord féliciter le groupe qui vient de passer et féliciter son organisateur en chef et les parents parce que ils sont dans la dynamique justement de ce que poursuit comme objectif le conservatoire. Le conservatoire des danses cérémonielles et royales du Bénin est une vieille idée qui est née dans les années 1981 au cours d'une rencontre des clubs UNESCO qui a eu lieu à Porto Novo et où on a demandé à votre serviteur de faire une conférence sur la conservation du patrimoine. Et j'avais évidemment donc conçu le projet de conservatoire, non pas de danse seulement, mais conservatoire de patrimoine,
culturel royal et on avait par la suite remis le projet au club UNESCO du Bénin, qui l'a ensuite transféré à ceux d'Abomey. Et entre-temps, on a eu à faire aussi, au cours donc des années 90, le centenaire du roi Glélé, qui nous a fait passer dans tous les palais royaux disons donc du royaume d'Abomey, où on a découvert une mine vraiment donc de patrimoine culturel royal qui sommeillait dans chaque palais royal, parce que chaque palais royal avait sa spécificité. Et il s'est fait qu'on s'est rendu compte après le centenaire qu'on risquait de perdre ce patrimoine parce qu'il n'y avait aucune initiative pour sa conservation. On s'est même rendu compte que tous les enregistrements que nous avions faits à ce moment-là, on ne les retrouvait plus du tout au niveau de l'ORTB, et l'idée la vieille idée donc du conservatoire a été reprise par le professeur Akoha Bienvenu, qui a instauré justement donc un stage de formation en direction justement des écoles, des écoliers et élèves de la cité d'Abomey pour les former au patrimoine chorégraphique et même j'allais dire pour les chants et danses des palais royaux d'Abomey. Bon, après, je crois que ça a pris de l'ampleur pour donner naissance à ce qu'on a appelé le Conservatoire des danses cérémonielles royales d'Abomey. Mais quand je suis revenu de ma pérégrination à la francophonie et que j'ai vu que la vieille idée avait commencé à être développée par le collègue Akoha, je me suis joint à lui et nous avons élargi justement les perspectives des danses royales et cérémonielles à tout le Bénin. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis 1930, lui, il a commencé son initiative en 1996 et depuis 2012, nous avons élargi les perspectives à toutes les danses cérémonielles et royales du nord au sud, en voulant faire de la conservation, c'est vrai, mais en même temps de la recherche pour aller identifier tout ce qui est danse traditionnelle qui est en voie de disparition et que nous devons sauvegarder à tout prix pour transmettre cela à la jeune génération. Et la transmission à la jeune génération passe par justement le support humain. Nous avons voulu faire la conservation sur support humain, ensuite sur support numérique, et puis aussi sur les serveurs et autres, pour pouvoir faire en sorte que tout le Bénin puisse avoir ce que nous prévoyons, les archives musicales du Bénin. Le conservatoire se propose d'être aussi le centre de recherche et de documentation sur les chants, danses, costumes de danse et tout le patrimoine culturel chorégraphique du Bénin, du nord au sud. Si bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout sur le patrimoine d'Abomey seulement, mais sur tout le patrimoine de tout le Bénin. Et nous avons l'idée d'insérer tout cela aussi dans des créations théâtrales, de manière à ce que nous puissions les insérer donc dans les ensembles culturels. Et c'est pour ça que nous avons une série de pièces consacrées au roi, aux personnalités que l'histoire a consacrées. La première tentative, c'est les danses de rêve du roi Béhanzin. Nous avons fait tout récemment au festival de Porte-Novo les danses de rêve du roi Tofa. Et nous irons peut-être les danses de rêve du roi Kaba, en faisant autour, disons donc, du patrimoine chorégraphique des rois de ces régions, tout ce qu'on peut trouver qui doit être sauvegardé, mais en faisant aussi l'idée que gravite autour de ces patrimoines culturels centraux
tous les autres, c'est-à-dire tous les autres patrimoines culturels, chorégraphiques de tous les autres pays, en donnant la prédominance à, justement, donc à la culture du roi qui est célébrée à travers ce montage. Voilà un peu, si vous voulez, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le problème que l'on a, c'est que nous n'avons aucun soutien. On va y venir, professeur. Je voudrais quand même demander l'avis de M. Kouinoudé, le professeur Kouinoudé, qui est directeur de l'INMAC, l'Institut national des métiers d'art et d'archéologie et de la culture. Alors, quand vous voyez ces différentes initiatives, en tant que directeur de cet institut, quelle lecture ou quel regard vous portez sur ce genre d'initiative et quel pas vous prenez justement à ce qui se fait? Ce sont des initiatives louables et extraordinaires, parce que je pense que le patrimoine ne peut pas, à soi tout seul, essayer de transmettre le patrimoine aux autres. Il faut le faire ensemble. Et c'est ensemble donc qu'on réussit à transmettre le mieux possible donc le patrimoine, les savoir-faire. Et je pense que le Bénin est assez grand pour que tout le monde puisse lui trouver sa place et pour que toutes les bonnes initiatives de ce genre-là puissent également prospérer. Alors, l'INMAC, c'est une école universitaire, donc un institut universitaire, au même titre que les facultés classiques ou que d'autres établissements de l'Université d'Abomey-Calavi qui forment en licence et en master des étudiants qui s'intéressent donc à la culture. Quand je parle de culture, je parle à la fois donc d'art plastique, je parle de musique, je parle d'art dramatique, je parle de coopération culturelle, d'administration culturelle par exemple. Je parle également de patrimoine et d'archéologie. Donc on forme donc des professionnels à ces métiers de la culture-là. Et puis donc c'est les masters à la fois qui permettent, c'est les licences et les masters qui permettent donc à ceux qui les obtiennent de pouvoir automatiquement donc entrer dans la vie active, pour ceux qui le désirent, mais également d'autres qui voudraient par exemple poursuivre, faire des parcours recherche, de pouvoir donc faire ces parcours recherche. Merci, mais je vais aborder le spectacle qu'on a vu en introduction. Pour moi, c'est un concentré vraiment du patrimoine culturel immatériel parce que ça démarre par les panégyriques. Après, vous avez des danses sacrées, enfin, de vaudou, vous avez des rythmes profanes. Alors, vous, en tant qu'historien de l'art, quand vous voyez ce genre de spectacle, quel intérêt avons-nous à sauvegarder ce genre de patrimoine? Puisque la première étape pour d'abord sauvegarder, c'est d'abord connaître. Quel intérêt avons-nous d'abord à connaître et à sauvegarder ce genre de patrimoine? Mais écoutez, les éléments du patrimoine immatériel sont pleins de sagesse et d'enseignement. C'est également des enseignements sur la façon de vivre. Ce sont également des éléments qui sont importants pour l'histoire. Par exemple, vous avez parlé par exemple des panégyriques. Aujourd'hui, les historiens utilisent les panégyriques pour pouvoir écrire l'histoire. Vous savez, la méthode d'écriture de l'histoire, l'approche épistémologique d'aujourd'hui nous permet d'utiliser ce qu'on appelle donc les traditions orales. Donc, en dehors donc des textes écrits, en dehors également de la documentation iconographique, nous nous intéressons donc également à tout ce qui est production orale, les contes, les chants, les panégyriques, parce que ça nous permet, il y a toujours des éléments d'histoire à l'intérieur donc de ces éléments-là. Donc on s'en sert également pour écrire l'histoire. On s'en sert pour transmettre également, donc, comme je l'ai dit, des valeurs qui se transmettent donc d'une génération à une autre. Et il est dommage que certaines de ces pratiques soient en train de disparaître. Elles disparaissent parce que on ne leur accorde plus assez d'importance et à la place apparaissent par exemple ce qu'on parle de culture visuelle, c'est vrai. On a de plus en plus d'enfants qui sont enfermés chez eux à la maison avec des smartphones, avec des tablettes et qui n'ont plus donc cette habitude d'aller vers les autres. Parce que également dans les éléments du patrimoine immatériel, on nous apprenait donc également à être c'est une forme de sociabilisation. On apprenait donc à être vraiment des êtres sociaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui également, enfin, cette absence-là d'éducation au patrimoine peut expliquer parfois donc la radicalisation que l'on note chez les jeunes, et puis parfois la violence dans leurs propos, et puis dans leurs relations les uns vers les autres. Donc je pense que le fait de pouvoir donc continuer de transmettre cela nous permet de pouvoir apprendre à mieux connaître les autres
et à mieux vivre avec eux. Alors, en tant qu'historien de l'art, quelle place vous trouvez aujourd'hui dans la création contemporaine, la place du patrimoine culturel immatériel dans la création contemporaine aujourd'hui? Je dirais tout le patrimoine, quel qu'il soit immatériel ou qu'il soit matériel, a une place extrêmement importante dans la création contemporaine. Je parle même d'une sorte de dictat du patrimoine, donc comme source d'inspiration dans la création contemporaine. Aujourd'hui, par exemple, je dirais que la plupart, je dirais 80% des artistes, des plasticiens béninois, par exemple, sont inféodés donc à l'inspiration vaudou. Ils vous diront que leur inspiration vient du vaudou. Beaucoup travaillent sur les questions comme la géomancie du Fa, sur d'autres éléments culturels qui viennent du vaudou. Et vous allez voir que dans cette majorité d'artistes qui se réclament donc d'avoir une inspiration vaudou, ils sont très peu qui sont initiés. Donc c'est pour vous dire également donc, que la culture, le patrimoine immatériel ou matériel donc influe grandement sur la création contemporaine ici au Bénin. Je pense que ça devient même pratiquement un trait d'identité. Ça devient, on pourrait même, souvent on a souvent reproché aux Africains de ne pas avoir qu'il n'y ait pas de tendance artistique, qu'il n'y ait pas d'école artistique. Moi je dirais que par exemple les artistes vaudouisants par exemple c'est une tendance, c'est une école pour moi qu'on gagnerait peut-être on gagnerait à mieux étudier pour comprendre un peu donc quelles sont les motivations de ces artistes-là. C'est vrai que pour certains, c'est une façon de pouvoir donc répondre à la demande du marché international qui veut que les artistes africains fassent un art qui soit ghettoisé, qui soit typiquement africain. Bref. Et quelque part également, je pense que c'est un trait culturel dont ne peut pas se départir les artistes béninois. Merci. Professeur, je reviens à vous pour parler quand même également de la même question, la place du patrimoine culturel immatériel dans la création, dans la littérature orale béninoise aujourd'hui, dans la littérature écrite. Quelle lecture ou bien quelle place vous détectez pour le patrimoine culturel immatériel aujourd'hui? Mais le patrimoine culturel immatériel est presque dans le vécu quotidien de tous les Béninois, parce que je me hasarderais à dire que le vaudou, non pas considéré comme religion, mais comme pénétration dans l'univers cosmique, eh bien, le vaudou est en chacun de nous, parce que c'est le monde qui nous entoure, c'est nos relations avec le monde qui nous entoure. Et c'est cela que l'on exprime déjà donc, dans le patrimoine immatériel. Même quand vous voyez les enfants en train de danser, eux, ils n'ont aucune idée de ce que leurs gestes, de ce que, par exemple, les tambours qu'ils jouent ont comme influence sur l'environnement. Mais cela leur est venu justement donc de la culture. Cela leur est venu de leurs parents, puisque de toute façon, le coordonnateur disait tout à l'heure que ce sont la plupart du temps les parents qui ont inspiré un peu ce qu'on est en train de faire. C'est pour dire que d'abord, ça fait partie du vécu et ensuite, ça va inspirer forcément le vécu de ceux qui veulent se projeter dans la modernité. Et il n'y a pas de modernité qui ne soit pas imprégnée par l'identité intérieure de l'être que nous sommes, que nous vivons, avec lequel nous grandissons au fur et à mesure que nous recevons notre éducation à la fois familiale, scolaire, culturelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que même la musique, il n'y a pas d'école traditionnelle pour la musique. La musique s'apprend par immersion dans notre culture. C'est progressivement, et il y a d'ailleurs, bon, je risque donc de rentrer dans quelques détails pédagogiques, si je veux montrer comment est-ce qu'on acquiert la musique dans notre culture. Il y a des étapes. Et comment est-ce qu'on appelle les traditionalistes savent comment est-ce qu'on rentre dans chacune de ces étapes pour devenir musicien confirmé, pour devenir musicien validé par aussi les instances informelles, parce qu'il y a des instances de validation donc, de votre savoir-faire. Donc tout cela va inspirer forcément ceux qui veulent créer aujourd'hui. Alors, c'est là où on a un petit débat sur ce qu'on a appelé la musique traditionnelle.
Et évidemment, il y a à vouloir dire musique traditionnelle comme ça pour définir la musique endogène, parce que moi je l'appelle musique endogénérée, eh bien, la musique dite traditionnelle a évolué aussi et a des aspects modernes qu'il ne faut donc pas ignorer parce que ça évolue aussi. Donc, l'inspiration des artistes d'aujourd'hui va prendre dans cette musique pour y apporter donc des éléments nouveaux qui ont été, disons, apportés d'ailleurs. Juste pour faire un rapprochement, les tambours que les enfants jouaient tout à l'heure. Bon, moi, je n'étais pas au courant que l'on jouait des tambours comme ça dans notre culture. Mais ça nous rapproche un peu donc des tambours de Doudou Ndiaye au Sénégal, ça nous ramène des tambours du Burundi, et nous sommes là en train donc de rejoindre des traditions qui sont cultivées ailleurs et que nous ne connaissions pas dans notre culture et qui vont influencer désormais donc, disons donc notre propre culture. C'est comme le travail qui se fait aujourd'hui au conservatoire avec la chorégraphie. On s'est rendu compte que le travail de formation que nous faisons au conservatoire influence même les musiques traditionnelles aujourd'hui au point où il y a des formations chorégraphiques qui sont de plus en plus élaborées à l'exemple de ce que le conservatoire essaye donc d'apprendre à ses étudiants. Je reviens à Michel. Amadou Ampatepa disait que si vous voulez faire voyager une connaissance, il faut la confier aux enfants. J'espère que c'est cette philosophie qui a gouverné le choix des enfants. Alors, en attendant de revenir sur le choix des enfants, le professeur tout à l'heure parlait des différents supports pour justement sauvegarder et transmettre ces connaissances-là. En dehors du corps, quels sont les autres supports que vous utilisez au niveau des pépitas pour justement conserver et transmettre ces genres de danse, de rythme? Sauvegarder aujourd'hui ce qui est toujours l'essence même du béninois ou du béninois de la région d'Adjara que nous sommes. Je crois que le premier véhicule qu'on utilise, c'est les enfants. Une transition de génération en génération. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de supports. Vous pouvez retrouver, on a 2 créations qui sont sur des supports audiovisuels, qui existent en support audiovisuel. Et je crois que nous, bon, ça, tout le monde le fait. Même ceux qui font de la musique de rue, tout le monde a un support aujourd'hui. Mais au-delà de ça, derrière ces enfants, il y a toute une politique de transmission, de sauvegarde de ce patrimoine culturel immatériel. Et je voudrais revenir un peu sur ce que le directeur a dit tout à l'heure. Et vous savez, on évolue avec ces enfants-là, on gravit des étapes, parce qu'il est arrivé des moments où on a eu du mal à continuer. On s'est dit, bon, ça ne vaut vraiment pas la peine. Mais ce qui nous a motivés à aller de l'avant est venu beaucoup plus de ces enfants. C'est pour dire que derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas un soutien financier, il n'y a personne. Il n'y a que ceux qui se retrouvent dans cette association-là qui poussent pour aller un peu plus loin. Mais je vais vous raconter une petite anecdote là. Très rapidement, parce qu'on par rapport aux enfants. Et il est arrivé un moment où, vous avez vu le début de cette prestation, le panagérique. On avait du mal, on avait du mal à motiver aux répétitions, à vraiment amener les enfants à se donner à 100%. Et c'est une fille parmi ces enfants-là qui nous ont dit, mais il y avait une autre qui n'était pas vraiment dedans, et nous a dit, mais il faut vraiment, on ira chez elle demander son panagérique et puis on viendra lui chanter ici. En bref, ça nous a donné cette idée. On s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre ça au début de cette création pour vraiment booster leur énergie. Et c'est ça, on a constaté que chaque fois qu'on le fait, ils sont vraiment à plein dedans et ils se donnent à fond. Autre chose que j'aimerais dire, parce que... En 30 secondes et puis les autres également. Dans 30 secondes. Et il y a eu une chanson, on ne l'a pas chantée aujourd'hui, un rythme vaudou, qu'on leur a appris. Et
pendant la répétition, pendant qu'on passait, on faisait la création, il y a 2 enfants d'une même famille qui frissonnaient et qui pleuraient d'émotion. C'est des chansons qu'ils n'ont jamais entendues, c'est un rythme qu'on n'a jamais pratiqué. Et ça nous a amené à aller un peu plus loin. On a arrêté la création à ce niveau. On est allé dans leur famille demander, mais vous connaissez ces chansons? Et il se fait que c'est leur arrière-grand-papa qui était le dépositaire de ce vaudou et qui pratiquait ce rythme-là. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas vraiment de culture ou bien de patrimoine complètement éteint. Avec la créativité, avec beaucoup de travail, on arrive à la faire ressurgir. Merci pour ce mot de fin. Monsieur Renoudet, oui, n'hésitez pas, vous pouvez applaudir. Monsieur Renoudet, c'est vrai, on est à la fin, mais en 30 secondes, 45, sur la question des identités dans la création artistique et à partir du patrimoine culturel, quelle conclusion vous pouvez nous faire rapidement pour que nous puissions mettre un thème à cet échange? Toutes les cultures se valent. Ousmane l'avait dit en disant toutes les cultures se valent. Et il n'y a pas à rougir de sa propre culture. Il faut au contraire puiser à l'intérieur de sa culture pour pouvoir construire, nous, se construire soi-même, mais également construire ce qu'on veut offrir également aux autres. Et pour moi, c'est l'une des plus belles choses. Et quand on perd sa culture, on a absolument tout perdu. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer de vivre? Ben voilà, c'est un débat théorique. Est-ce qu'on peut tout perdre, professeur? 40 secondes, 30 pour conclure cet échange? Oui, alors, une chose, c'est que dans les objectifs du conservatoire, c'est justement la sauvegarde donc, du patrimoine sur tous les supports possibles. Nous avons un serveur dans lequel nous sommes en train d'enregistrer toutes les chansons traditionnelles. Nous avons des monographies que nous éditons. Nous avons des disques CD sur lesquels nous avons la possibilité pour chacun de venir entendre tout ce qui a été produit dans le passé chez les vieux auteurs et nous les avons enregistrés là. Mais l'objectif principal, c'est de faire en sorte que nous sauvegardions notre patrimoine en voie de disparition pour que nous-mêmes, nous ayons quelque chose à apporter au monde à la rencontre justement donc, des cultures. Avoir quelque chose à apporter à la rencontre des cultures, je crois que c'est une belle conclusion. Je vous remercie pour votre attention et merci à l'Institut français pour cette belle initiative. On espère que l'année prochaine, on aura à débattre d'autres thématiques. Merci et à très bientôt.